Je marche vite, à l'allure que j'aime en cette période de l'année. Une cadence rapide et soutenue. Cela n'a d'ailleurs aucun sens. L'équinoxe est passé depuis longtemps, toutes les récoltes sont engrangées et n'importe quel individu sain d'esprit accepterait maintenant de prendre son temps, modifiant son propre rythme pour l'accorder à celui de la lumière qui décline et de l'année elle-même qui touche à sa fin. Mais moi, je m'obstine à ne pas relâcher l'effort, emplissant les jours pourtant toujours plus brefs de davantage de mouvement et d'énergie qu'il semble capable d'en contenir. Un vrai glouton. Il me semble extraordinaire de penser qu'hier encore BG pataugeait dans les problèmes. L'eau des inondations texanes lui montant jusqu'aux chevilles, qu'il décollait de la moquette, appelait son propriétaire et s'agitait dans tous les sens, et que depuis, il a traversé en avion la moitié du pays, qu'après une nuit passée en ville, il a pris un train dans le silence de la nuit, qu'il a longé la frontière nord de 3 États, qu'il a franchi le sommet de la montagne, puis qu'il a piqué un somme chez moi, et que le voilà maintenant qui bondit hors de ce camion, sur des cimes enneigées, avec aucune voiture nulle part, tandis que nous nous apprêtons à escalader une piste qui va nous conduire à travers les grands espaces sauvages pour une belle partie de chasse. Enfin, ce qu'il est désormais convenu d'appeler espace sauvage par les temps qui courent. Ce qui devrait en tout cas rester sauvage aujourd'hui et à tout jamais. Moins de 5 minutes après le début de notre périple, nous repérons des traces de cerfs toutes fraîches. Elles sont énormes, et je les reconnais comme étant celles du mâle magnifique que j'ai suivi toute la matinée. La dernière fois que je l'avais aperçu, il se tenait de l'autre côté de la montagne, et de tomber sur ces traces ici, alors que si peu de temps s'est écoulé, je ne me suis absenté que quelques heures, est troublant. C'est un peu comme si, après mon départ ce matin, il m'avait suivi, escorté en quelque sorte, une fois persuadé que je renonçais pour de bon après avoir harcelé sa harde aussi longtemps. Exactement comme dans le cas du cerf que Travis et moi avions suivi quelques années auparavant, les traces de cet animal étaient si fraîches et si récentes que nous ne pouvions pas être à plus de quelques minutes derrière lui. Il devait se trouver là, dans la forêt, et il nous avait certainement entendu arriver et descendre du camion. Les portières avaient claqué et nos voix résonnaient dans le silence. Ces traces tournent abruptement et repartent vers le sommet, se perdent dans l'épaisse forêt. Sauf que cette fois, il ne peut plus disparaître. Enfin, pas complètement. Nous le suivons, engloutis à notre tour dans ces bois impénétrables, nous faufilant à travers les branches de cèdre lourdes de neige et nous glissant de profil entre les barres verticales des pins de Murray. Nous progressons à grand-peine vers les cimes désormais invisibles pour le reste du monde, comme si nous avions franchi les portes d'un autre univers, un peu comme une clé s'introduit dans le mécanisme d'un verrou. Et c'est exactement ce que j'avais souhaité que BG découvre. Thanksgiving est déjà une fête réussie pour moi. Nous filons à la poursuite du cerf, aussi silencieux que des fantômes glissant sur la poudreuse. Peut-être l'animal pense-t-il que nous n'arriverons pas à retrouver ses traces. Il va peut-être se dire que nous allons renoncer à le pister, même si j'ai démontré le matin même que je pouvais le suivre 4 heures durant. Tant qu'il ne nous a pas entendus ou flairés, il ne saura sans doute pas qu'il est désormais notre proie. Il ne court pas, il marche, et pendant un certain temps, nous sommes tout excités à l'idée que nous avons pris l'avantage parce qu'il traverse des espaces relativement découverts, des endroits où, si nous étions assez proches, je pourrais risquer une balle. Le vent souffle, du sud au nord, de gauche à droite, aussi, tels des pêcheurs jetant leurs filets ou des chiens d'arrêt flairant le gibier, nous tentons de suivre ses traces, tout en tirant un bord vers le nord pour l'empêcher de passer sous le vent. Impossible d'imaginer qu'il continue longtemps à monter comme ça droit devant lui. Donc nous marchons toujours plus à droite de sa piste pour tenter de le dépasser. Et nous nous retrouvons contre le vent, en espérant le surprendre immobile au beau milieu des arbres, les yeux rivés sur nous, ne serait-ce que l'espace de quelques secondes. Nous n'en demandons pas plus, et scrutant la forêt à la recherche de cette image et déchiffrant les signes distincts
et intactes de ces traces, nous ne pouvons pas être à plus de 2 ou 3 minutes de lui, et même sans doute moins. Nous nous sentons intensément vivants. Le fantasme qui est le nôtre de réussir à le surprendre alors qu'il serait paisiblement en train de se balader en forêt en ce beau jour de tempête ne dure pas plus de 6 minutes. Il a sans doute entendu une brindille craquer ou le battement de nos cœurs ou encore senti la chaleur de nos corps traversant le rideau de neige. Sa trace oblique bientôt vers un amas de ramures de pin et de cèdre les plus noueuses qu'il puisse trouver, obstacles dérisoires de racines fendues par le vent et enchevêtrées, cimes pointues et desséchées, branches d'arbres morts depuis longtemps. Il y a des gens pour considérer nos forêts comme un domaine de l'agriculture et qui croient que seuls de proprêtes futaies plantées d'arbres jeunes et à croissance rapide seraient utiles à l'homme et à la nature. Mais en tentant de mettre en place de telles forêts, ces agrariens détruiraient un mystère ou un outil capable de donner naissance à des spécimens d'animaux aussi rares et robustes que le vieux cerf au bois imposant qui mène ce jeu du chat et de la souris avec la certitude de gagner à une centaine de mètres de nous. Nous acceptons néanmoins la partie. Il nous avait déjà conduits dans un inextricable enchevêtrement de bois mort d'où nous n'avions pu nous extirper qu'en rebroussant chemin et en redescendant à flanc de montagne. Donc, nous le suivons, aussi silencieusement que possible, escaladant, glissant, nous faufilant sans relâche, mais condamnés au passage à faire craquer quelques brindilles et à froufrouter le feuillage. Et même si nous savons maintenant, sans l'ombre d'un doute, qu'il a compris que nous le suivions, nous entretenons le mythe de la filature insoupçonnée, comme pour obéir à un extraordinaire code de bonne manière. Nous continuons à chuchoter comme si notre présence, notre poursuite était encore un secret. Et en retour, le cerf qui nous précède, pour obéir peut-être au même code strict et formel, ne se laisse pas aller à la panique, ne s'enfuit pas au galop, mais continue calmement à nous entraîner de plus en plus loin sur le plus difficile des itinéraires qu'ils connaissent. Inutile de préciser que je sais que nous n'allons jamais réussir à le prendre par surprise, qu'il joue avec nous comme avec un yo-yo au bout de sa ficelle, choisissant même sur quelle musique de branches cassées et de rameaux brisés nous faire marcher, comme s'il composait une mélodie pour l'immense xylophone de cette montagne. En tout cas, c'est merveilleux. Je veux que BJ observe comment fonctionnent incontestablement les mécanismes de ce cerveau animal. Ce cerf est plus fort, plus intelligent et plus gracieux que nous. Comment ne pas vouloir nous en emparer ? Je me demande à quoi ressemble le tableau que nous formons vu d'en haut ou de très loin. Un immense cerf qui marche en silence dans une étendue de bois mort à moins de 50 mètres de vent, mais tellement maître de la situation qu'il peut sans doute se payer le luxe de marquer une pause pour regarder et écouter ces honnêtes mais si gauches poursuivants. Le cerf évalue calmement ce qui l'entoure, il connaît la montagne, chaque crevasse, chaque ravine, aussi bien que son propre corps, que son propre esprit, mais 1 million de fois magnifié. Quand notre mère est morte, j'avais 33 ans, BJ 17. Je ressens souvent un souffle, une pulsation, les signes de sa présence en moi qui me demandent de m'occuper de mon frère, de finir pour elle la tâche entreprise, cette tâche qui pourtant ne finit jamais. Et même si je sais qu'elle ne s'intéresse guère au succès de notre chasse, quelle importance ont désormais ces choses si jamais elles en ont eu une ? Je sais aussi qu'elle regarde avec plaisir ses 2 fils qui poursuivent un cerf dans les grands espaces enneigés par un après-midi de Thanksgiving, tandis que le reste du monde est sans doute assis autour d'une table en train de festoyer. 2 de ces garçons qui cheminent avec difficulté dans une nature sauvage et presque impénétrable, aussi invisible aux yeux des hommes dans cette jungle qu'elle l'est maintenant pour nous, mais néanmoins présent, tout comme elle l'est, indubitablement. On a parfois l'impression que la chasse elle-même devient un être vivant, qu'elle acquiert pour quelque temps son propre souffle là-haut sur la montagne ou dans la forêt, dans l'espace qui sépare le chasseur de sa proie.
Et c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. Tandis que nous nous efforçons autant que possible de ne pas nous laisser distancer, la neige n'a toujours pas le temps de recouvrir sa piste régulière et paisible par cet animal qui nous dépasse à l'évidence physiquement et intellectuellement, en tout cas sur son terrain. Nous nous accrochons néanmoins à ses pas, et la chasse, ou du moins l'espace à l'intérieur de cette chasse, se métamorphose. Sous le vent, un jeune cougar qui a flairé l'odeur du cerf mulet et des hommes qui le poursuivent réussit à entrer dans la danse. Les traces que nous avons soudain sous les yeux montrent que le fauve est arrivé par le nord et qu'il est maintenant de la partie. Il s'est glissé entre le cerf et nous. La chaleur de ces traces fait luire la neige blanche et compacte. Le ventre du cougar s'aplatit sous les branches basses d'ifs, de cèdre et de sapin cigu. Et grâce au coussin de ses grosses pattes et à la souplesse de ses muscles d'acier, il est aussi silencieux qu'un ruisseau dont les eaux se mêlent à celles d'une rivière. Pendant un certain temps, le cougar suit la piste, entre chasseur et proie, pareil au radeau d'une feuille retournée dans le courant. Mais soudain, il semble prendre une décision, comme s'il avait ajusté sa vitesse à celle des hommes et du cerf, et il détourne son chemin pour marcher un peu plus bas, sous le vent, en allongeant la foulée. Il nous apparaît alors clairement, avec les informations que nous donnent ces traces, comme si nous lisions le temps à l'envers, ou même durant quelques secondes, comme si le temps lui-même faisait marche arrière, que le cougar tente de mettre à profit le fait que l'attention du cerf est concentrée sur nous. Les traces sont toutes récentes. Nous tendons l'oreille, guettant les échos d'une possible lutte quelques pas plus loin. Un grand cerf, 2 hommes et un cougar sont tous rassemblés, enfermés dans un périmètre de 50 mètres à flanc de montagne, et aucun d'eux ne peut voir les autres. 3 sur 4 seulement connaissent l'existence de tous les acteurs, et il semble évident, à étudier l'allure tranquille du cerf, qu'il n'a pas encore repéré la présence du fauve. La queue du cougar s'agite peut-être, tandis qu'il poursuit son chemin, sûr de maintenir son avance sur les hommes qu'il craint, mais utilise néanmoins pour détourner l'attention de sa proie. Vu du ciel, tout cela aurait-il l'air d'un défilé ? Le grand cerf majestueux, couronné par ses bois immenses, puis le cougar sur ses traces et fermant la marche, les 2 hommes. Derrière nous, qu'y a-t-il ? Un corbeau solitaire peut-être, qui nous suit sans bruit dans son vol noir et irrégulier à travers la neige qui ne cesse de tomber. Il est facile de repérer le moment où le temps se fracture, comme les eaux d'une rivière se brisent soudain en passant au-dessus des rochers d'un rapide. Le grand cerf ne se laisse jamais gagner par la panique, mais il a sans doute fini par repérer, senti, entendu ou deviné la présence du cougar, parce qu'il ne cesse tout à coup de jouer tranquillement au chat et à la souris avec nous, et entreprend d'escalader la montagne qui lui fait face, davantage comme un alpiniste que comme un cervidé. Il ne court pas, il progresse droit devant lui, accroché à un versant si abrupt qu'aucun arbre n'y pousse, à travers une couche de neige qui lui arrive à la taille, enfin au ventre. Devant nous, les traces indiquent que le cougar fourbu le suit encore quelque temps à faible distance, mais abandonne bientôt la partie et choisit de ne pas gâcher son énergie. Il essaiera plus tard, quand il pourra de nouveau bénéficier d'un facteur surprise. Bidji et moi, au contraire, profitons du fait qu'aucune limite ne nous est imposée. Nous pouvons sans trêve poursuivre notre quête et nous continuons à escalader le versant escarpé, réchauffé par l'effort, le cœur battant et le souffle court. Une fois de plus, je me demande à quoi ressemble effectivement tout ça vu de haut. Cet immense cerf progressant maintenant de façon presque verticale, complètement exposé au regard. Il est à présent hors des limites de la forêt, et pourtant toujours invisible. Nous le filons tout l'après-midi. Chaque pas nous coûte désormais. Nous nous enfonçons dans la neige épaisse, pensons toujours qu'au détour de la prochaine corniche, nous allons l'apercevoir ne serait-ce qu'un instant. Nous sommes d'autant plus excités qu'il marche à découvert et traverse les espaces libres de la prairie en pente raide. Ces traces sont tout aussi récentes dans la tempête. Il avance à 1 minute ou 2 de nous,
et nous déployons toutes nos forces pour le rejoindre, pour établir un lien avec lui, pour couvrir la distance comme une rivière qui cherche peut-être à unir ses eaux à celles d'une autre. Mais la terre et le temps nous refusent cette joie. Nous reprenons confiance à un certain moment, quand l'ascension du cerf se fait moins verticale, comme s'il n'en pouvait plus de gravir une pente aussi abrupte, exactement comme nous d'ailleurs. Et je me surprends à penser à tous les kilomètres que j'ai passés à le poursuivre depuis l'aube. Ce serait merveilleux si la fatigue accumulée le terrassait finalement, et si Bidji et moi pouvions l'atteindre. Clairement épuisé, il progresse désormais en zigzag. Néanmoins, comme par magie, il parvient à maintenir la distance qui nous sépare. Il neige de plus en plus fort, ce qui lui fournit un meilleur écran de protection. Il se dirige bientôt vers l'extrémité sud de la montagne, escalade puis franchit la dernière corniche sinueuse et redescend tout droit de l'autre côté, vers les profondeurs sombres et boisées de son territoire, comme s'il voulait non seulement nous échapper, mais aussi achever de nous décourager. Nous ne pouvons nous empêcher de penser au mal que va nous donner la remontée en sens inverse, sans parler de ce dîner de Thanksgiving qui nous attend et de la nuit qui va tomber. Nous le poursuivons tout de même, captivés, mis en transe par le pouvoir hypnotique de la neige, par notre propre désir et les étranges méandres tracés au fil du jour par le cerf. On dirait qu'une sorte d'obsession nous possède, qui nous force à le suivre sur l'autre versant, jusque dans la forêt profonde, jusque dans les ténèbres. Parvenu sur la corniche, il fait la même chose que le cerf de Trévis. Il s'est précipité vers une harde de ses semblables, tentant de mêler ses traces aux leurs. Et c'est précisément ce qui nous faisait penser avec un sursaut de confiance qu'il était exténué et qu'il allait peut-être commettre une erreur. Sinon, nous n'aurions jamais continué. Nous avons dû combler considérablement notre retard au long de cet après-midi de poursuite. À 30 secondes de lui désormais, parce que ces traces montrent que pour la première fois de la journée, il s'est mis à courir, bondissant très haut le long du versant presque vertical, à la manière de tous les cervidés de son espèce. Tels des loups, nous le suivons aussi silencieusement que possible, sur une pente si abrupte que la neige a peine à s'y accrocher. Pour nous aider, nous agrippons des branches d'aulne et de saule dénudées de nos mains gantées, comme si nous descendions en rappel. Peut-être qu'en agissant ainsi, nous éventons sa ruse. Il ne reste plus qu'une demi-heure de lumière, et elle est déjà froide et bleutée. Mais finalement, il interrompt sa descente, et, se tournant vers le nord, il repart en zigzag vers le sommet de la corniche. Ses traces continuent de croiser celles d'autres cerfs. Là aussi, des traces fraîches, malgré la neige qui tombe, et nous sommes tentés de les suivre. Mais les siennes sont tellement plus grandes que les autres qu'il n'est pas difficile de les retrouver. Nous restons en phase, comme on dit dans le langage des affaires. Nous sommes désormais très loin de notre camion. Fatigués, trempés, nous perdons peu à peu notre instinct chasseur, je pense, à un moment où, avec le peu de temps qu'il nous reste, il devrait être plus aiguisé que jamais. Nous plongeons les yeux dans l'abîme sombre du canyon et contemplons les rochers déchiquetés et couverts dans les lointains bleutés, tandis que la nuit recouvre doucement le paysage. Il nous semble, à la façon dont la neige nous crache au visage et à voir notre fatigue extrême, que nous nous trouvons là, dans un paysage beaucoup plus sauvage qu'au début de notre expédition. Et il ne nous en paraît que plus beau. Nous nous arrêtons pour nous reposer un peu, marquant une pause pour contempler la beauté du décor avant que la tombée de la nuit ne nous la ravisse. Nous repérons l'endroit où le cerf a choisi de souffler un peu, et d'où il a sans doute pu nous apercevoir, parce que la trace de ses pas disparaît soudain. Elle est remplacée par celle de grands bonds espacés. La seule explication possible, étant donné l'épuisement de l'animal, est qu'il a dû attendre et se retourner pour découvrir dans le crépuscule bleu le visage ou l'identité des créatures qui le suivaient, et regarder l'espace d'un instant ces êtres sur deux pattes qui avançaient dans la pénombre, sous la neige, à moins de 50 mètres derrière lui. Au pas, au petit trot, au pas, grâce à notre endurance forcenée, nous réduisons la distance, et il creuse de nouveau l'écart. Il réussit même à l'accroître. Jamais nous ne le voyons, rien que les endroits où il s'est retourné pour nous regarder. Et finalement, même s'il ne fait pas encore tout à fait nuit, il est temps de rebrousser chemin,
parce que nous sommes très loin du camion et de la maison. Ça a été une merveilleuse journée de chasse. Chaque minute riche de la possibilité de toucher au but, littéralement saturée par cette éventualité au point qu'elle en devienne parfois palpable, et nous n'éprouvons aucun regret. Nous marquons une nouvelle pause pour admirer les massifs qui s'abîment dans la nuit. Dans ces conditions, je pense qu'il nous faudrait 1 semaine pour atteindre la montagne la plus proche, puis nous repartons, toute idée de chasse abandonnée, nous contentant désormais d'arpenter la neige épaisse à travers la forêt. Et j'ai en moi le sentiment confus d'avoir relâché le cerf, comme si, en abandonnant la partie, j'avais coupé la corde ou la longe qui nous avait reliés toute la journée. J'ai ce que je voulais. J'ai trouvé ce que j'étais venu chercher. Il neige de plus en plus. Nous pénétrons dans un bois de sombres pins de Merey et nous avançons dans une petite clairière. En contrebas, dans l'obscurité, à près de 200 mètres, j'aperçois une biche mulet à moitié dissimulée par un arbre qui s'apprête à traverser la même clairière. Et puis le mâle, juste derrière elle. Il se trouve face à nous. Il regarde vers le haut de la pente, mais tête baissée, comme ces grands cervidés le font parfois pour évaluer une distance ou un danger. Sans réfléchir, comme mu par l'écho ou l'élan du désir plutôt que par la flamme précédente qui me consumait, je lève mon fusil pour l'observer dans la lunette. Même à cette distance, je me rends compte qu'il est énorme. C'est bien celui que nous avons poursuivi. Mais je n'arrive pas à le voir dans la lentille. J'ai oublié de la protéger du brouillard et de la neige, et maintenant il faut que je me dépêche de la nettoyer de mon revers de manche. Je m'exécute, puis je lève de nouveau rapidement le fusil. Le désir est maintenant revenu. Il me suit pas à pas. Même de là, l'animal paraît gigantesque, et j'appuie sur la gâchette. Dans la seconde, il a disparu. La biche qui se tenait toute proche est encore là, mais en alerte. Elle pivote sur elle-même et s'enfuit. Les flocons tombent encore plus drus, comme si le coup de fusil avait percé une poche ou une réserve de neige, et j'attends curieux de savoir où le mâle est passé. Il y a une chance que la balle l'ait touché, terrassé, et qu'il dorme pour l'éternité, mais il est tout aussi possible que j'ai tout simplement manqué ma cible. Enfin, il reste l'hypothèse, regrettable mais qu'on ne peut pas exclure, qu'il ne soit que blessé, peut-être mortellement, mais peut-être pas, et que si BJ et moi attendons paisiblement, il va bientôt s'allonger dans la neige pour mourir tranquillement à l'écart de ses poursuivants. Je n'en ai pas la moindre idée. Normalement, nous choisirions d'attendre. Se précipiter n'y changerait rien. S'il est mort, il est mort. Mais s'il n'est que blessé, je veux en avoir le cœur net. Avec cette tempête de neige, nous n'allons pas pouvoir nous payer le luxe de le laisser mourir paisiblement. Il va falloir le suivre pas à pas et repérer chaque trace de sang qu'il pourrait laisser dans la nuit, avant que la neige n'ait effacé ses signes d'agonie. Comme si notre destin était de le suivre pour toujours, pareil à une constellation tournant sur elle-même qui doit en suivre une autre jusqu'à la fin des temps, à travers le ciel d'automne ou d'hiver, une nuit après l'autre, à une distance qui resterait invariablement la même. Nous laissons passer environ 5 minutes pour voir s'il ne réapparaît pas dans la clairière. Il arrive parfois qu'un cerf, surpris ou même légèrement blessé, se retire à l'orée d'un bois et reste là un certain temps, dans une sorte de transe, avant de reprendre le cours de ce qu'il était en train de faire avant le coup de feu, comme s'il tenait à remplir un engagement. Et tandis que nous marchons, je mesure la distance en comptant nos pas. Nous sommes à environ 500 mètres de l'endroit où il se tenait, davantage que ce que j'aurais cru. Nous examinons les traces. La biche s'est enfuie vers le nord, alors que lui a fait demi-tour pour redescendre la pente en direction de l'ouest. Je ne trouve pas la moindre tache de sang, pas même le moindre poil. Immanquablement, quand une balle ressort du corps d'un cerf, elle arrache du poil au passage. On trouve facilement quelques gouttelettes de sang rouge vif sur la neige. Mais surtout, il y a des poils, de longs poils creux qui me font toujours penser aux aiguilles de mélèze ou de pin. Là, il n'y a ni poil ni sang, rien que l'air, l'espace, la neige, l'absence. J'avais pourtant l'impression d'avoir bien visé. J'étais assez sûr de mon coup. J'examine les traces plus attentivement. Elles me paraissent étranges, mais je ne sais pas dire en quoi.
Ce n'est pas seulement le balai habituel du tourbillon provoqué par la panique, on dirait qu'il y a quelque chose d'autre, une indécision, une confusion dans ces traces. En tout cas, c'est ce qui me semble à moi ou à mon subconscient, ou bien seulement à mon désir. Nous suivons la piste jusqu'au pied de la colline. Même si je n'ai rien vu dans la fraction de seconde qui a suivi le coup de feu, je me dis que j'aurais dû toucher ce cerf, que je l'ai touché. Au milieu de la clairière escarpée, il y a un gros buisson solitaire, un saule dénudé, dont les branches et les rameaux se découpent sur le crépuscule de neige. « Regarde, dit BJ, en montrant la base du tronc, d'où partent encore des branches, de larges branches qui poussent sous les autres, et la masse sombre d'un corps endormi que la neige a déjà commencé à recouvrir et qui disparaîtrait s'il ne demeurait pas le souvenir, notre souvenir, de la chasse. Il est lourd. Il nous faut nous y mettre à deux pour le tirer jusque dans la forêt où je l'éviscère rapidement et arrache sa fourrure pour qu'il refroidisse plus vite. La balle l'a touché au cou, exactement là où je visais. Mais il est si musclé qu'elle s'y est enfouie et n'est jamais ressortie, ce qui explique que je n'ai trouvé ni poils, ni traces de sang. Nous poussons la dépouille de l'animal au pied d'un grand pin pour qu'il ne soit pas enseveli par la neige en une nuit. Je l'enveloppe dans une de mes vestes afin que les cougars, les coyotes, les lynx et les gloutons soient moins tentés d'y toucher. J'espère que les ours sont déjà endormis en cette période avancée de l'automne. Je me frotte ensuite les mains dans la neige, les essuie contre une branche de pin encore verte, remercie la montagne et le cerf pour une de ses plus belles parties de chasse que j'ai connues. Je remercie aussi BJ d'y avoir pris part, d'avoir joué un rôle décisif dans cette traque et d'avoir repéré le vieux cerf sous ce saule. Ensuite, dans l'obscurité, nous entreprenons d'escalader la longue pente qui ramène à la corniche, puis nous redescendons sur l'autre versant vers notre camion. Le lendemain, nous dormirons jusqu'à 8 heures, puis nous reviendrons équarrir, désosser et empaqueter la lourde carcasse de ce cerf. Et ensuite, chargés d'énormes sacs à dos, nous traînerons chacun une épaule comme une luge dans la neige. Et le surlendemain, BJ repartira pour le Texas. Et moi, je me mettrai à découper et à envelopper les morceaux de viande pour les mettre au congélateur. Mais ce soir-là, même si de nombreuses tâches nous attendent encore, la chasse nous donne une impression de complétude presque miraculeuse. Et sur toute la pente qui dévale la montagne, je ne cesse de répéter à mon frère « Mon vieux, quelle partie de chasse extraordinaire !» Je suis sûr qu'il doit se demander si je ne suis pas devenu un peu simplé à force de vivre comme ça loin de la civilisation, à être tellement euphorique pour avoir tout simplement abattu un cerf. S'il n'avait pas été là, il pourrait effectivement penser que j'exagère un peu avec mon enthousiasme. Mais il était là, il a tout vu, tout ressenti. Et même s'il ne sait rien des 364 autres jours, il a vécu celui-ci. Il a compris, à force de m'entendre le répéter, que ce n'était pas seulement pour avoir pris un cerf le soir de Thanksgiving que j'exultais de gratitude, mais bel et bien pour l'année entière. L'année qui venait de se passer, et celle qui viendrait, et au cours de laquelle nous nous nourririons de la chair de ce cerf. Pour tout cela,